Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 novembre 2021 pour le 257e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport malheureusement principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque comme je le craignais, l'escalade se poursuit, tant en République populaire de Donetsk qu'en République populaire de Lugansk. Je vais aussi vous parler de l'évolution de la situation en Ukraine et de la façon très particulière qu'ont la France et l'Allemagne de jouer leur rôle de garant des accords de Minsk. Sur le plan militaire, du 13 au 19 novembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 16 reprises, durant lesquelles elle a tiré 303 munitions, dont un obus d'artillerie de 122 mm, un missile anti-char guidé et 97 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, on est au double en matière de nombre de munitions et entre autres d'obus de mortier. Il faut y rajouter les 3 violations et les 49 munitions, dont 34 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Et comme je le disais, je vais vous parler de la situation en République populaire de Lugansk, en RPL, où l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 21 reprises cette semaine, durant lesquelles elle a tiré 150 munitions, dont 61 obus d'artillerie de 152 mm, 24 obus d'artillerie de 122 mm et 33 obus de mortier de 120 mm. Ces tirs ont blessé un soldat en RPD, une civile a été blessée en RPL, je vais y revenir en détail. Un soldat de la RPL a aussi été fait prisonnier par l'Ukraine, on n'a pas trop de détails sur la façon dont ça s'est passé. Je rappelle d'ailleurs que l'observateur de la RPL au sein du CCCC, Andrei Kosiak, n'a toujours pas été rendu par Kiev à la République populaire de Lugansk. Ça fait plus d'un mois qu'il est prisonnier. En RPD, 3 habitations ont été endommagées cette semaine. Une l'a été en RPL et en RPL, une école technique a été complètement détruite. À Pervomaïsk, là aussi, je vais y revenir en détail. Côté ukrainien, les pertes hors combat cette semaine sont de 2 morts et 4 blessés. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, on va parler déploiement d'armes lourdes, puisque bon, cette semaine, il y en a beaucoup moins. Les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 15 pièces d'armement lourd près de la ligne de front, mais comme je le dis toujours, c'est une liste à minima, puisque dedans, entre autres, on ne retrouve pas les pièces d'artillerie et les mortiers qui nous tirent dessus, donc ça veut dire qu'il faut les ajouter à cette liste minimaliste. Dans le détail, on a détecté cette semaine un canon anti-char Rapira de 100 mm, 2 systèmes de missiles anti-char Concours de 135 mm, 4 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 2 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 véhicules de transport de troupes amphibies type MTLB, 1 véhicule blindé, un engin de déminage et 2 poseurs de mines blindés type GMZ 3. Et pour cacher tout ça, eh bien, l'armée ukrainienne a, si je dis massivement brouillé les signaux des drones de l'OSCE. Encore une fois, je suis en dessous de la vérité, puisque comme vous le voyez sur cette carte, en fait, ils l'ont fait presque partout. Hein, toutes les localités marquées en jaune, c'est les endroits où ils ont brouillé les signaux des drones de l'OSCE. C'est-à-dire à peu près partout. Je pense qu'il doit y avoir que Mariupol où ils n'ont pas empêché les observateurs de l'OSCE de faire leur travail. Hein. Je veux dire, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et comme je vous l'ai dit, je vais revenir un petit peu en détail sur les bombardements qui ont touché les zones résidentielles de la RPD et de la RPL cette semaine. Ça a commencé le 17 novembre 2021 au matin, lorsque l'armée ukrainienne a tiré sur le district de Kirovski, donc qui est en périphérie de Donetsk, avec des obus de mortier de 120 mm, mais aussi au moins un obus d'artillerie de 122 mm. Hein, comme le prouve le cratère et les éclats d'obus qui ont été retrouvés dans la cour d'une des 3 maisons qui a été endommagée par ce bombardement. Je dirais, ça laisse pas trop de doute sur le calibre utilisé. D'ailleurs, l'explosion de l'obus d'artillerie a été tellement violente qu'elle a totalement détruit la porte de la maison, que des éclats ont été projetés à l'intérieur de cette dernière, détruisant un morceau de mur et atteignant même le canapé où le propriétaire de l'habitation dort en temps normal. Bon, par chance,
Ce dernier travaillait à la ferme ce jour-là, ce qui lui a sauvé en fait la vie. Donc je vous montre des images qui viennent du reportage fait par mon collègue russe Andrei Rudenko. Bon, si aucun civil n'a été blessé, un chien a reçu des éclats d'obus au ventre. Il a été opéré à la clinique vétérinaire. Il semble que ces jours ne sont plus en danger, qu'il va s'en sortir. Mais bon, comme le montre cette carte, les habitations touchées par ces tirs de l'armée ukrainienne sont loin de la ligne de front. On est à 5,5 km de la ligne de contact, à 4 km des positions les plus proches de la milice populaire de l'RPD. Donc l'erreur de tir, là, si tu veux, ça va être un peu compliqué à plaider. À cet endroit-là, il n'y a pas de position de la milice populaire, il n'y a pas de pièces d'armement, il n'y a pas de soldats, donc il n'y a rien qui justifie ces tirs, encore une fois, contre des zones purement résidentielles. Et c'est vraiment un miracle qu'on n'ait pas eu même de mort, hein. Parce que, sincèrement, quand vous voyez les éclats qui ont traversé le canapé où dormait le monsieur, normalement, et qui sont passés jusque encore dans le mur derrière, il serait là en train de dormir à ce moment-là, il était mort, le monsieur. Hein. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de doute existentiel à avoir là-dessus. Et donc pendant que l'armée ukrainienne continuait ses bombardements sur les zones résidentielles de la RPD, elle en faisait de même sur les zones résidentielles de la RPL. Le même jour, 17 novembre, il y avait une trentaine de personnes qui mangeaient dans la cantine de l'école technique industrielle et pédagogique de Pervomaïsk. Donc il faut savoir que cette école permettait non seulement aux élèves et aux enseignants de l'école de manger sur place, mais aussi aux personnes pauvres de Pervomaïsk, les personnes handicapées, les retraités, qui touchent très très peu, voilà, de venir manger là, un repas chaud, entre autres pendant l'hiver, c'est très important. Donc il y avait une trentaine de personnes qui étaient en train de manger dans cette cantine, quand l'armée ukrainienne a lancé 18 obus d'artillerie de 152 mm sur le territoire de l'école. Le bombardement a duré plus d'1 heure. Heureusement, les gens qui étaient dans la cantine ont réussi à s'enfuir de là et à se mettre à l'abri avant qu'un obus tombe sur l'endroit où ils étaient en train de manger. Comme vous le voyez sur les photos, ces tirs ont très gravement endommagé à la fois le bâtiment d'enseignement, mais aussi la cantine et la salle de sport. Le toit était complètement éventré, tout s'est effondré. Enfin, je veux dire, l'école n'est pas réparable. Je veux dire, les dégâts sont tels que là, c'est pas possible. Il y a un des obus qui est passé à travers le toit, qui a explosé dans la cantine. Vous voyez que le gymnase est complètement détruit. Il y en a un qui n'a pas explosé. Un des obus n'a pas explosé, on l'a retrouvé intact à l'intérieur du bâtiment, je vous montre la photo. Bien sûr, des démineurs sont venus pour le désamorcer, hein, pour éviter qu'il explose inopinément au moment où on va le déplacer, ou si des gens rentraient dans le bâtiment et s'amusaient à le tripoter, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience du danger, entre autres des enfants, et qui touchent parfois aux munitions non explosées malgré le fait qu'on leur dit de ne pas le faire. Encore une fois, comme on peut le voir sur cette carte, la zone où se trouve l'école technique est très loin de la ligne de front. Il y a de nouveau pas de position, pas de pièces d'armement, pas de soldats. Il n'y a que des civils. Hein, je veux dire, là, il n'y a rien qui justifie, encore une fois, de tirer sur ce qui est une infrastructure civile. Les photos que je vous ai montrées viennent du Lug Info Center, hein, donc c'est le centre de presse de la République populaire de Lugansk. Et 2 jours après ce bombardement, le 19 novembre, l'armée ukrainienne a tiré 4 obus de mortier de 82 mm sur le village de Dolgoye, endommageant une habitation et blessant une civile. La femme de 47 ans a reçu des éclats à la jambe, elle a été soignée à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. La maison par contre, elle a plus de toit. Les photos là viennent de la représentation de la RPL au sein du CCCC, je rappelle, Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Pourquoi cette escalade ? Parce que l'OTAN continue de fournir des armes. Là, les États-Unis viennent d'envoyer de nouveau tout un cargo d'armes et de munitions létales à l'Ukraine. Donc forcément, ça ne peut que les encourager à continuer. C'est d'ailleurs ce qu'a reproché le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, hein, qui a dit que tant que l'Ukraine est alimentée en armes par l'OTAN, ça incite les têtes brûlées ukrainiennes
essayer de résoudre le problème du conflit dans le Donbass par la force. Bon, il a dit clairement que cette option, c'était faire un pas de plus vers une autre catastrophe. Voilà, je pense que l'avertissement est très clair. Il a dit que ça, c'était des lignes rouges pour la Russie et que Moscou prendrait des mesures fermes. J'espère que ça sera entendu, que le message sera entendu tant à Washington qu'à Kiev, parce que là, pour l'instant, ils ont pas l'air de percuter, quoi. Ils ont vraiment pas l'air de percuter. Et d'ailleurs, pendant que l'Ukraine intensifie ses bombardements dans le Donbass et que les États-Unis fournissent à l'Ukraine des armes pour pouvoir continuer son petit jeu de massacre, la France joue les fiers à bras. Et l'Allemagne a suspendu la certification de Nord Stream 2. Alors c'est arrivé juste après la signature par Vladimir Poutine d'un décret d'aide humanitaire économique à la RPD et la RPL. Je vais y revenir en détail un petit peu après. Juste après ça, donc quelques heures après, on a une dépêche AFP qui disait qu'Emmanuel Macron avait eu une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, durant laquelle il aurait assuré que la France compte bien, je cite, défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Tu veux envoyer la France faire la guerre à la Russie pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine? C'est une blague. Je veux dire, vu ce que la France fait dans d'autres pays en matière de non-respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, je parle entre autres de la Syrie ou d'un certain nombre de pays africains, est-ce que, Micron, tu pourrais fermer ta gueule sur ce genre de sujet, parce que c'est pas le mieux placé pour en parler. Hein, voilà. Hein, et puis bon, jouer les fiers à bras devant la Russie, non, c'est pas une bonne idée. Hein, voilà. Je dis juste ça comme ça. C'était déjà ridicule du temps de Hollande, quand Hollande nous avait sorti aussi des propos un peu guerriers vis-à-vis de la Russie. Mais dans la bouche de Macron, ça l'est encore plus. Hein, je veux dire, bon, déjà que Flamby, il avait pas une prestance guerrière importante, mais alors... hein, pose caca, comme le surnomme Greg Tabibian, que je salue au passage, hein, encore moins. Voilà. Et puis le lendemain de ce truc-là, l'Allemagne a dit on suspend la certification de Nord Stream 2 parce qu'il faut que la société qui possède les tuyaux ne soit pas suisse comme c'est le cas maintenant, mais qu'elle soit de droit allemand. Voilà, donc il faut que la société Nord Stream AG 2 fasse une filiale allemande. Voilà, donc ça repousse de plusieurs mois la mise en service du gazoduc, alors que je rappelle que l'Europe fait toujours face à des prix records du gaz. Résultat, d'ailleurs, cette nouvelle a provoqué une nouvelle flambée des prix qui ont pris plus de 10% et sont remontés à 1100 $ les 1000 m3, alors que Vladimir Poutine, avec quelques mots, avait réussi à faire redescendre les prix en dessous des 1000. Vous êtes doués, les mecs. Faire ce genre de truc au moment où Gazprom a juste commencé à remplir vos réserves. Voilà. Non, il y a un certain nombre d'experts qui ont dit que là, il y avait quand même un gros risque de pénurie, si jamais l'hiver était un petit peu trop froid, et que les Européens feraient bien de commencer à se préparer à des risques de blackout temporaire par roulement, quoi. Ouais. Non, mais je veux dire, là, c'est du délire. Donc quand tu vois un truc genre suicide énergétique de la part de l'Allemagne, et puis pose caca qui sous-entend que la France serait prête à entrer en guerre contre la Russie pour défendre l'Ukraine, parce que c'est ça ce qu'il a dit, on se demande ce qu'ils ont fumé. La réponse est en fait assez simple. C'est comme Paris et Berlin n'ont aucune volonté de forcer l'Ukraine à respecter les accords de Minsk. Ça va même au-delà de ça. Je vais vous expliquer, c'est très très grave ce qu'ils font. Ils vont vraiment dans le sens de l'Ukraine, dans ses délires. Et donc forcément, ça encourage Kiev à continuer. Et puis bon, ils voient quand même que la situation dégénère. Donc leur but, c'est d'espérer décourager la Russie d'intervenir pour protéger les centaines de milliers de citoyens russes qui vivent en RPD, en RPL, en cas d'attaque de l'armée ukrainienne. Ce qui pourrait potentiellement provoquer l'effondrement total de l'État ukrainien. Et alors pourquoi ils décident de faire ça à ce moment-là? Justement à cause de cette signature par Vladimir Poutine de ce décret visant à apporter une aide économique et humanitaire économique à l'RPD et à la RPL, ce qui montre que la Russie n'a pas l'intention d'abandonner les deux républiques du Donbass. Donc le but, c'est très clairement de faire pression sur Moscou, l'un avec une menace de guerre
de l'autre Micron, là, et l'autre en faisant du chantage à l'achat de gaz, en disant si t'interviens, Nord Stream 2 rentrera pas en fonction, quoi. Le petit problème, c'est qu'ils n'ont pas bien pigé que là, ils jouaient à la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf, mais ils n'ont pas... ils n'ont pas les moyens de leur menace, si tu veux. C'est comme un chihuahua qui se prend pour un Doberman, quoi. Parce que le problème, c'est que si on prend l'histoire du gaz, le gaz que les Européens n'achèteront pas, la Russie sera ravie de le fourguer aux pays d'Europe du Sud ou de l'Est via le Turkish Stream, hein, parce que lui, il est déjà opérationnel, ou aux Asiatiques. Parce que comme je l'ai déjà dit la dernière fois, les marchés asiatiques, le gaz, ils sont prêts à le payer plus cher. Et puis eux, ils font pas de chantage, et ils font pas chier. Voilà. Ils achètent, ils payent cash plus cher que le marché européen, et en plus ils t'emmerdent pas avec des histoires de considération, d'ingérence politique et compagnie dans tes affaires. Donc si tu veux, c'est pas une bonne idée si tu veux de jouer à... voilà, non, vous pouvez pas vous passer du gaz russe en plus, hein, voilà. Sans lui, vous allez vous geler les couilles cet hiver, sans parler des risques de blackout, hein, puisque, lui, entre autres, l'Allemagne s'est débarrassée de ses centrales nucléaires, donc sans le gaz russe, vous allez avoir des coupures de courant. Quant aux rodomontades guerrières de la France envers la Russie, comme je le disais, c'était déjà ridicule du temps de Flamby, mais alors là, ça devient stratosphérique. Non, parce que, au cas où Post-Caca aurait pas compris, la France faisant partie de l'OTAN, si elle rentre en guerre contre la Russie, ça veut dire qu'entraîne tout l'OTAN dans une guerre contre la Russie. C'est-à-dire, en fait, là, tu es en train de signer pour une annihilation nucléaire mutuelle. Voilà, hein, une vitrification totale du monde. Pour défendre l'intégrité territoriale d'un pays dirigé par des gens qui appliquent une politique néo-nazie et fasciste, qui massacrent une partie de sa propre population parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats du coup d'État du Maïdan. Non, là, faut arrêter les conneries. Hein. Je veux dire, moi j'ai regardé les commentaires sur les réseaux sociaux suite à la publication de cette dépêche AFP. Les Français sont pas très partants. Ah, j'ai pas vu beaucoup de candidats au suicide parmi les commentateurs. Je pense qu'il y en a beaucoup en plus qui savent même pas que leur argent sert déjà à soutenir financièrement et militairement l'Ukraine, parce que je signale quand même que là, la France va fournir une aide financière de 420 millions d'euros pour le budget de la défense ukrainien. Donc vous financez les armes qui servent à nous tuer. Je pense que... Là, il serait peut-être temps de poser 2-3 petites questions à Emmanuel Macron sur la façon dont il utilise votre argent, hein, quand même. Et puis, maintenant, il voudrait vous utiliser au choix, en plus d'être des vaches à lait, vous utiliser comme chair à canon, voire vous faire vitrifier pour défendre le pays qu'est l'Ukraine. Non, mais vous avez fumé, quoi, complètement. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Non, là, votre tentative pitoyable de faire plier Moscou pour l'empêcher d'intervenir militairement en cas d'offensive de la part de l'Ukraine dans le Donbass, ça va rien changer aux décisions des autorités russes. Et ça ne fait qu'aggraver encore plus les relations diplomatiques entre la France, l'Allemagne et la Russie, et la crise énergétique en Europe. Voilà, là, non, comme je dis dans mon article, ça s'appelle plus se tirer une balle dans le pied, ça s'appelle se tirer dans la tête avec un lance-roquette. Là, voilà. Ah, puis ils en ont rajouté une couche encore avec l'histoire de la réunion au format Normandie. Je vais faire un article détaillé que je publierai demain parce que ça demande beaucoup de travail de traduction, mais il y a eu un gros scandale en fait diplomatique qui a éclaté entre Moscou, Paris et Berlin, qui a mené à une chose assez incroyable, qui est que la Russie a publié les échanges diplomatiques qu'elle a menés avec la France et l'Allemagne pour l'organisation de cette fameuse réunion au format Normandie, parce que la Russie en a eu ras-le-bol, que tant l'Ukraine que Paris et Berlin continuent de raconter des conneries sur ce qui s'est dit lors de ces discussions, et sur les raisons de l'échec d'arriver à organiser cette réunion au format Normandie. Donc ça, je vais y revenir en détail, parce que là, ça va quand même très très loin, et ça oblige la Russie à en venir à des méthodes qui sont vraiment, normalement, pas acceptables. C'est-à-dire, normalement, les échanges diplomatiques entre les pays sont secrets.
Et donc là, ils ont tout balancé en public. Voilà, donc bien entendu, Paris et Berlin ont hurlé au scandale, ont dit que c'était inacceptable, mais si vous arrêtiez de mentir sans arrêt et de couvrir l'Ukraine, et entre autres de partir dans son délire de désigner la Russie comme pays agresseur, et de dire que c'est inacceptable de demander à l'Ukraine de parler directement avec la RPD et la RPL tout en exigeant d'appliquer les accords de Minsk, alors que ces mêmes accords exigent justement un dialogue direct entre l'Ukraine, la RPD et la RPL. Si tu veux, c'est comme de demander de nager à 50 mètres dans une piscine sans nager. Voilà, c'est tout aussi crétin. Donc là, à un moment, je pense que la Russie est arrivée à bout pour en arriver à des méthodes comme ça. Donc, arrêtez vos conneries. Arrêtez les rodomontades et de jouer, de vouloir jouer les fiers à bras avec la Russie. Là, ils en ont ras-le-bol et ça commence à se voir. Donc, arrêtez. Arrêtez. Là, faire chier l'ours russe, c'est pas... Non, là, vous allez vraiment vous prendre un gros coup de patte dans la gueule, vous allez rien comprendre à ce qui vous arrive, je vous le dis sincèrement. Donc, voilà, petit message pour les autorités allemandes et françaises. Et donc, comme je le disais, toute cette histoire a eu lieu donc juste après la publication, le 15 novembre 2021, d'un décret signé par Vladimir Poutine visant à faciliter l'importation de biens produits en RPD et en RPL vers la Russie et réciproquement de permettre une meilleure exportation des biens russes vers les deux républiques, le but étant d'aider économiquement les deux républiques à titre humanitaire, hein, donc c'est dit dès le titre du décret, hein, c'est dit que c'est pris pour fournir une aide humanitaire à la population de certaines zones des régions de Donetsk et de Lugansk, pour entre autres prévenir une nouvelle baisse du niveau de vie à cause du blocus économique en cours et de l'aggravation de la situation qu'on a eue à cause du coronavirus, hein, parce que bon, on en souffre, hein, comme tous les autres pays, on a dû fermer notre frontière complètement vis-à-vis de l'Ukraine, sévèrement quand même vis-à-vis de la Russie, donc c'est vrai que ça complique énormément les choses, l'économie ralentit partout, et puis ça nous a impacté aussi. Donc là, Vladimir Poutine a décidé de prendre des mesures pour nous aider. D'ailleurs, le décret est clairement annoncé comme étant valable jusqu'à la mise en œuvre des accords de Minsk. Hein. Donc c'est comme pour la reconnaissance de nos passeports ou pour tout ça, c'est tant que la situation n'est pas réglée, ils interviennent. Ce décret indique donc que le gouvernement de la Fédération de Russie a 1 mois pour mettre en place donc la reconnaissance des certificats d'origine des marchandises venant de la RPD et de la RPL, donc ça va être comme pour nos passeports, certificats de naissance, etc. Donc ça va être une reconnaissance des documents produits par les autorités locales, de lever les quotas d'importation et d'exportation de marchandises vers et depuis les deux républiques. Alors ça c'est super important, entre autres pour les matériaux de construction, parce que je vous explique, la Russie a décidé à un moment de limiter ses exportations de bois pour pouvoir préserver son propre marché interne. Le problème, c'est que ça nous a impacté extrêmement lourdement, puisque le bois de construction, entre autres les panneaux de bois, etc., on les achète en Russie. On a eu une flambée du bois, de bois de construction. Ça a été une catastrophe. Les prix ont doublé, triplé pour certains produits à cause de ça. Donc c'est clair que lever ces quotas d'importation, ça va permettre de refaire descendre les prix de ces produits-là qui sont absolument indispensables, ne serait-ce que pour reconstruire les maisons endommagées, par exemple. Donc ça, c'est vraiment super important. L'autre truc super important, c'est que maintenant, les marchandises de RPD et de RPL vont être considérées à égalité avec les marchandises russes pour tout ce qui est achat fait par l'État et les municipalités, donc les marchés publics. Ça, c'est super important. Enfin, c'est vraiment un truc extraordinaire. Ça fait que les deux républiques deviennent des sortes de régions économiques officieuse de la Fédération de Russie. C'est-à-dire qu'on est traité comme si on était une région de la Fédération de Russie, sauf qu'on n'est pas officiellement. C'est à ça que ça revient, hein, je veux dire, faut pas s'y tromper. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une réaction aussi violente de la France et de l'Allemagne. Le gouvernement russe doit aussi définir les points de passage de la frontière par lesquels ces marchandises pourront passer, et les types de marchandises qui ne seront pas couvertes par ce décret.
et bien sûr modifier les lois nécessaires au sein de la législation russe pour que ce décret puisse être appliqué. Donc là, ils ont 1 mois pour travailler là-dessus. De toute façon, il va nous falloir du temps aussi pour se mettre à niveau sur un certain nombre de choses, parce que clairement, on n'est pas encore prêt. Donc on va avoir du travail de notre côté aussi, sur le plan législatif. Donc clairement, là, on voit une accélération de l'intégration économique de l'RPD et de l'RPL avec la Russie. C'est un des points qui avait été abordé lors du dernier forum, Russie-Donbass, unité des priorités. Ça va permettre d'améliorer grandement le développement économique des 2 républiques. Ça, il n'y a même pas à tortiller, parce qu'en fait, ça revient, comme l'a dit Pourguine, ça revient en fait à une intégration de facto des 2 républiques dans l'union douanière, à des conditions qui sont même, semble-t-il, meilleures que celles qui ont été données à la Biélorussie. Donc c'est quand même extrêmement frappant. Bon, pourquoi c'est super important? Parce que les biens qui sont produits en RPD et en RPL sont exportés à 60% quand même. On exporte 60% de notre production, donc c'est super important ce genre de décret. Qu'est-ce qu'on exporte principalement? Des produits minéraux, entre autres du charbon, des métaux, des produits métallurgiques, des produits d'ingénierie, des meubles, produits alimentaires et agricoles. Mais on veut étendre beaucoup plus. Bon, il faut déjà qu'on arrive à l'autonomie de notre côté, et ensuite on va pouvoir envisager de faire plus. Bon, la RPD prévoit d'élargir la gamme de produits exportés avec entre autres des matériaux de construction, des machines, parce qu'on produit des machines entre autres de forage, d'exploitation minière, des produits pharmaceutiques et d'autres. Donc il y a pas mal d'idées dans les cartons, mais maintenant il faut qu'on mette en œuvre tout ça, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est un décret super important pour permettre aux républiques de se développer économiquement, quoi. Et ça tombe super bien, puisque justement l'usine chimique Styrol, qui est basée à Gorlovka en RPD, vient enfin de réouvrir, de reprendre le travail. L'entreprise ne travaillait plus depuis 2014, depuis le début du conflit, et à cause de ce dernier. Après 7 ans d'arrêt, 2 des 33 ateliers de l'usine ont enfin été relancés, pour produire pour l'instant des lacs et des polymères. Mais il y a encore pas mal d'autres productions à relancer, parce que cette usine fournissait entre autres des engrais minéraux, ce qui est super important parce que là il y a une pénurie, il y a une pénurie actuellement, et que là en plus les sanctions qui ont été prises contre la Biélorussie par les Européens font encore plus la merde, puisque la Biélorussie elle-même exporte ce genre de produits. Donc clairement, ça peut être un point super important, tu vois, si l'usine peut arriver à exporter après ces produits-là, à relancer cette production et à l'exporter, ça serait génial. Avant la guerre, c'était d'ailleurs l'une des plus grandes usines de sel minéral d'Europe, qui produisait de l'ammoniac, de l'urée, du nitrate d'ammonium, du polystyrène, des sels inorganiques et des résines organiques. Donc là, avec ce décret, cette usine, elle va avoir des débouchés phénoménaux, donc ça c'est génial, ça va créer de l'emploi, ça va permettre de réduire le chômage et d'avoir une possibilité de donner non seulement plus de travail, mais aussi des meilleurs salaires aux gens, parce qu'en exportant vers la Russie, on peut se permettre d'avoir des prix qui sont un peu plus élevés, et donc de pouvoir payer mieux les ouvriers, tout simplement. Et puis en Ukraine, la situation économique continue de plonger, entre autres à cause de la corruption endémique du pays. Donc là, circule une vidéo qui montre un homme d'affaires arabe qui a expliqué comment s'est passée sa tentative de lancer un projet de société informatique, mais aussi d'immobilier en Ukraine. C'est assez édifiant. Donc l'homme Rachid Sirhint exprime en anglais que le lendemain, donc il est venu en Ukraine, il est venu lui-même, parce que le projet était super important. Il signe les papiers. Le lendemain de la signature, il voit débarquer des mecs qui se disent être du NABU. Donc le NABU, c'est le Bureau national de lutte contre la corruption. Oui, non, ne rigolez pas. Qui ont débarqué, donc qui ont exigé qu'ils leur filent une partie du pognon, des bénéfices, si vous voulez pouvoir faire tourner son entreprise. C'est très intéressant, tu vois, c'est les mecs qui sont censés lutter contre la corruption, qui sont eux-mêmes des racketteurs.
avec des méthodes de mafia, c'est génial. Bon, le mec, il a vu ça, il est reparti tout de suite d'Ukraine, il a clôturé le projet, et il a dit terminé. Non, voilà, c'est... Le mec a même dit, écoutez, je mène des projets un peu partout dans le monde. Il a expliqué que même au Zimbabwe, il a jamais vu des trucs comme ça. Il a dit, je cite en guise de conclusion, même au Zimbabwe, c'était plus efficace et agréable de mettre en œuvre des projets et de travailler qu'en Ukraine. Je veux dire, quand on arrive là, quand un pays en arrive à être classé en dessous du Zimbabwe en matière de corruption et de climat d'affaires, si tu veux, je pense que là, il est temps de se dire que le pays est foutu. Non, sérieusement, je vais dire là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment la catastrophe. Je vous disais que l'Ukraine se somalise à vitesse grand V. Voilà, là, on y est. Je veux dire, là, il se retrouve à être moins compétitif et moins attractif en matière de business que des pays africains. D'accord ? Non, mais là il est temps de vous poser 2-3 petites questions. Je vous dis ça comme ça. Autre grande news... Ça a été la demande par les députés du conseil communal de Kiev au Yad Vashem, ils ont demandé que le métropolite de l'église gréco-catholique ukrainienne Andrei Sheptitsky reçoive le titre de juste parmi les justes, parce qu'il a aidé à cacher des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le petit problème, c'est que ce métropolite, si tu veux, c'est une girouette. C'est une girouette parce que quand les nazis sont arrivés en Ukraine en 1941... et entre autres quand ils ont capturé la ville de Kiev, il a envoyé une lettre à Adolf Hitler, où il le félicite pour la prise de la capitale, et disant que le peuple ukrainien voit dans cette libération du joug bolchevique un présage de sa libération de l'esclavage. Petite lettre écrite à Adolf Hitler le 19 septembre 1941, peu après la prise de Kiev par les Allemands. Le petit problème, c'est que c'est cette capture de Kiev par les Allemands qui a permis entre autres le massacre des Juifs à Babi-Yar juste après. Ouais. Qu'en plus, Sheptitsky a encouragé les Ukrainiens à rejoindre les forces allemandes, c'est-à-dire à participer entre autres à leurs crimes de guerre et à l'Holocauste. Il les a encouragés à rejoindre la division SS Galicie. Ouais. Sa résidence a accueilli des officiers du bataillon Nachtigal. Et même des officiers de l'Abwehr, c'est-à-dire du renseignement allemand. Oui, ça commence à piquer un peu, si tu veux, là. Et j'ai pas fini. C'est-à-dire que quand un ghetto juif a été créé à Lvov, immédiatement après l'arrivée des Allemands, il a rien dit. Quand le massacre des Juifs a commencé en juin 1941... il a rien fait pour sauver les Juifs qui étaient dans le ghetto, y compris son ami, et je mets des guillemets parce que quand tu laisses ton ami crever, si tu veux, je pense que tu as une conception de l'amitié qui est un petit peu particulière, qui était le rabbin Isaac Levin, il l'a laissé se faire massacrer, sans rien faire. En octobre 1941, il se plaint même d'attaques de bandits juifs contre les autorités d'occupation. Il a encouragé aussi les jeunes Ukrainiens à aller en Allemagne travailler pour le service du travail obligatoire, etc., etc., etc. Donc d'un côté, il écrivait des lettres au pape où il condamnait le meurtre des Juifs, il en a sauvé plus de 150, mais de l'autre, il encourageait les Ukrainiens à coopérer avec les nazis, et les mecs, il les félicitait quand ils sont débarqués dans le pays. Bon, en 1939, il tenait des propos qui étaient à la limite de l'antisémitisme lors du rattachement de la Galicie-Volhynie à l'Ukraine, par l'URSS. Il se plaignait en gros de la mainmise des Juifs sur l'économie et l'éducation, je vous passe les propos, c'est absolument ignoble. Je veux dire, des infos que moi je trouve, c'est que les Juifs qui sauvent, ça a l'air d'être vers 1943, si tu veux. C'est-à-dire... quand le cours de la guerre, il a radicalement changé en faveur de l'URSS. C'est-à-dire quand l'URSS est déjà en train de contre-attaquer et a commencé à libérer l'Ukraine. Ouais. D'ailleurs, en 1944, après l'entrée de l'armée rouge à Lvov, il a écrit une lettre à Staline le remerciant d'avoir rattaché l'ouest
ce qu'est actuellement l'Ukraine, au reste du pays, hein, sans parler du panégyrique de l'URSS qui va avec, hein, parce que je vous cite le truc, c'est grandiose. Hein. Le mec avait félicité, je rappelle, Hitler d'avoir envahi l'Ukraine et d'avoir capturé Kiev en 1941. Hein. Et le mec, en 1944, écrit « Après une marche victorieuse de la Volga à San et au-delà, vous avez rattaché les terres ukrainiennes occidentales à la Grande Ukraine pour avoir réalisé les désirs et les aspirations chères aux Ukrainiens qui, pendant des siècles, se sont considérés comme un seul peuple et ont voulu être unis dans un seul État. Le peuple ukrainien vous exprime sa sincère gratitude. Ces événements glorieux et la tolérance avec laquelle vous avez traité notre Église ont fait naître l'espoir que notre Église, comme tout le peuple, trouvera en URSS sous votre direction une totale liberté de travail et de développement dans la prospérité et le bonheur. Pour tout cela, leader suprême, donc il s'adresse à Staline, hein, nous vous devons à tous une profonde gratitude. Voilà. Le mec, c'est une girouette totale, hein, c'est comme je disais au début. Donc, pour moi, ça explique les refus constants du Yad Vashem. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des demandes. Hein, ça fait des dizaines d'années que diverses autorités en Ukraine le demandent. Entre autres, l'année dernière, ça a été le grand rabbin. Et le Yad Vashem a expliqué, non, la réponse restera négative. Oui, il a sauvé des juifs. Mais d'autre côté, il a écrit des lettres à Hitler où il l'a félicité, il a encouragé les Ukrainiens à coopérer avec les nazis. Donc, désolé, mais non. Et d'ailleurs, d'autres membres de son église qui l'ont aidé à sauver des juifs, eux ont reçu le titre de juste parmi les justes, mais parce que eux, ils n'avaient pas ce côté girouette, si tu veux. C'est-à-dire que, voilà, ils n'ont pas encensé publiquement, ou dans des lettres à Hitler, l'occupation nazie en 41, si tu veux. Donc le mec était très très... il est un peu double visage, si tu veux, c'est un peu étrange. Donc je comprends le Yad Vashem, hein, si tu veux. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, non, attention là, sable mouvant. Et alors, j'ai deux pendant ce temps-là à Kiev, ouais, parce qu'ils nous ont gâtés. Enfin, il y a un pendant ce temps-là à Kiev et un pendant ce temps-là à New York. Vous allez voir. Alors à Kiev, on a l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien, Pavel Klimkin, qui a sorti que l'Ukraine est sur le point de perdre le Donbass et qu'elle doit changer de stratégie concernant la région. Il a dit, je cite, « Nous sommes dans une situation très dangereuse, nous sommes à un pas de commencer à perdre le Donbass. » On continue. Nous devons dire à nos amis que nous avons besoin d'une nouvelle stratégie. Nous devons dire ces accords de Minsk ne fonctionnent pas. Cela ne fonctionnera pas car Poutine est prêt à aller plus loin. Et si nous ne faisons pas les bons paris, nous courons le risque réel d'être réduits en bouillie. Voilà. Alors, les gars, le Donbass, vous l'avez perdu il y a 7 ans et demi. Hein? Ouais. Vous n'êtes pas à un pas de commencer à le perdre. C'est déjà fait. Je vais dire, le seul moyen pour vous de le récupérer, c'est justement les accords de Minsk. Non, vous n'avez rien compris à rien, les mecs. Hein. Non, c'est 7 ans et demi de retard, là, quand même, c'est... Waouh! Ah, je sais bien qu'ils n'étaient pas rapides à la détente en Ukraine, mais là, quand même, hein... Ça va être un record mondial. 7 ans et demi pour comprendre un truc qui est déjà arrivé et que vous êtes en train de dire que ça va peut-être enfin arriver. Non, vous n'avez pas compris. Non. Vous avez déjà perdu le Donbass, hein, les enfants. C'est... Waouh! Ah ouais, là, ça fait peur quand même. Et alors, au rayon conneries magistrales, on a les journalistes du New York Times qui nous ont sorti un article. C'est digne d'un trip sous acide. Ouais, parce que la bataille d'artillerie qui a eu lieu dans la zone de Telmanovo, après la capture du village de Staromarievka par l'armée ukrainienne, et l'utilisation subséquente d'un drone Bayraktar par cette même armée ukrainienne, eh ben, ils te disent, ces charmants journalistes, que ça a eu lieu, soi-disant, à cause d'un problème d'accès à l'épicerie de Granit-Noyer pour les habitants de Staromarievka. Je vous jure, c'est pas une blague, je vous montre l'article. En anglais. D'accord ? Les mecs ont osé nous sortir que on est au bord de la guerre parce que 100 personnes n'arrivaient pas à avoir accès à l'épicerie la plus proche. Non, les mecs, vous êtes sérieux, là ? Vous êtes sérieux ? Vous avez aussi osé sortir une excuse aussi délirante pour cacher le fait que, non, cette bataille d'artillerie a eu lieu parce que l'armée ukrainienne a capturé un village de la zone grise.
C'est pas une histoire d'accès à l'épicerie du coin, si tu veux. Je veux dire, enfin... Déjà, je comprends même pas comment les journalistes ont osé pondre une connerie pareille. Je parle même pas du rédacteur en chef qui a osé valider la publication d'une connerie pareille. Là, on a atteint le niveau du zéro absolu, hein, du journalisme. Le plus dingue, c'est que celui qui a pondu ce torchon, Andrew Kramer, a reçu le Pulitzer pour un article sur les cyberattaques russes contre l'Occident, qui était en fait largement pompé sur 2 articles du média en langue russe basé en Lettonie, Medusa. Medusa qui avait gueulé à l'époque, j'en avais d'ailleurs parlé, en disant « Dites les mecs, c'est bien gentil, mais vous pompez notre travail, c'est vous qui récoltez les lauriers, si tu veux. » Donc les mecs du New York Times, ils collectionnent tout, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils récupèrent le boulot des autres pour faire leur propre article pour récolter le Pulitzer, et après, ils te pondent un article où ils te sortent qu'on est au bord de la guerre totale ici, pour une histoire d'accès à l'épicerie du village d'à côté. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais sérieusement? Non mais là, faut arrêter. Je veux dire, le site rep est déjà long, donc je vous ai pas tout mis, mais là, entre autres, le fameux scandale diplomatique dont je vous parlais, on a quand même le journal Le Monde qui a réussi à nous sortir un mensonge total en disant que, en plus, la fameuse réunion Format Normandie qu'ils voulaient organiser entre les ministres des Affaires étrangères le 11 novembre, que la Russie a refusé alors que Lavrov était disponible. Et qu'il avait dit qu'il était disponible à ses collègues, alors que pas du tout. Dans les papiers que la Russie a publiés, Lavrov dit clairement que quand fin octobre, Le Drian lui dit « Ah bah tiens, on pourrait l'organiser pour le 11 novembre », Lavrov lui dit « Écoutez, ce jour-là, j'ai un planning déjà très chargé et je dois rencontrer un homologue d'un pays ami. » Donc ça veut dire « J'ai pas le temps ». Je veux dire, donc soit les journalistes du Monde ont fait traduire la lettre de Lavrov par le stagiaire, soit ils ont menti éhontément. Mais là, ça prouve que vous êtes d'une nullité affligeante. Vous avez même pas compris ce qui est dans ces textes. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire un article détaillé, parce que c'est plus possible de raconter des mensonges à tour de bras comme ça, aussi bien du côté des chancelleries françaises et allemandes que du côté des journalistes français quand ils daignent parler d'un truc aussi grave. Non, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, une guerre pour une histoire d'accès à une épicerie, enfin... Non, c'est pas possible. Et après, tous ces journalistes se plaignent, qui se font traiter de journalopes, ou de prostituées, ou de... Mais vous le méritez! Quand vous pondez des trucs comme ça, vous le méritez! Je suis désolée! Voilà, vous salissez la réputation de tous les journalistes dans le monde. Si le mot journaliste devient une insulte, c'est à cause de gens comme vous. Voilà, point. Je veux dire, mais ça c'est du délire. Non, on n'a pas fait un duel d'artillerie et l'utilisation d'un drone Bayraktar pour une histoire d'accès à une épicerie. Non, s'il vous plaît. On va arrêter les conneries 5 minutes. Donc voilà la situation. Mais on voit clairement qu'il y a une préparation de l'opinion publique, tant en Europe qu'en Ukraine, pour le déclenchement d'une guerre à grande échelle. On voit clairement que voilà, ils sont en train de préparer tout le monde à se faire à l'idée. Donc, à mon avis, ça va continuer à dégénérer. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Donc, situation à suivre de très très près. Je vous rappelle que Donbass Insider est un média totalement indépendant. Nous ne recevons aucun budget d'État, ni de la RPD, ni de la Russie. On est financé par aucun oligarque. Donc, si vous voulez qu'on puisse continuer à faire notre travail, on a besoin de votre soutien plus que jamais. Je mettrai en description le lien vers la page Nous Soutenir qui vous donne les moyens pour nous aider. Voilà, c'est super important. Et encore une fois, suivez-nous sur Telegram, c'est super important parce que c'est là que je publie des petites news que je ne mets pas sur les autres réseaux sociaux parce qu'ils sont pas adaptés pour ça. Donc vraiment, si vous voulez être informé en temps réel des choses importantes, suivez-nous sur Telegram. C'est vraiment très simple. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Voilà, donc vraiment, vous avez... un panel de possibilités pour pouvoir nous suivre en temps réel, c'est super important là-bas, il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'algorithme, pas de shadow banning, donc vraiment faites-le, je veux dire, ça vous coûte rien, c'est gratuit, donc voilà, suivez-nous sur Telegram, c'est super important, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.